Il y a Jean-Marc maintenant qui va nous parler de comment, du haut de notre avion, on essaie de comprendre ce qui se passe dans les maisons avec des modèles intéressants, certainement, là, et plus mathématiques. Donc, je te laisse partager ton écran. Je vais essayer de le partager avec la bonne fenêtre, surtout. Merci Nadia, c'était une super belle introduction. J'imagine que ce soir, on va demander à nos partenaires de dodo de nous raconter des mots doux. On va voir si on dort bien. En tout cas, lui, il risque de mal dormir, mais ce n'est pas notre problème, hein, n'est-ce pas? Mais je pense que on peut tous faire l'expérience et on s'en parle la prochaine fois. Très bien. Ben, désolé, moi, j'ai pas de photos de vacances à vous montrer. Merci Nadia de nous avoir rafraîchi l'esprit. Mais bon, ça va être beaucoup plus prosaïque, ma présentation, mais Nadia, tu nous as très bien mis le contexte. C'était super. Moi, je vais vous parler plus donc de cette détection des ondes lentes et puis de leurs caractéristiques. Je vais revenir d'ailleurs sur certains aspects que Nadia a évoqués, puis que Roger aussi a évoqué tout à l'heure. Donc, allons-y. Donc, mon plan, puis je vais commencer avec... Je vais essayer de vous cacher parce que vous prenez la place de mon écran. Voilà. Donc, mon plan, ça va être d'introduire et de rephraser en mots moins doux peut-être ce que Nadia vous a déjà introduit. Je vais parler de la définition des ondes lentes. On a déjà une certaine idée avec l'introduction de Nadia. Je vais parler de l'algorithme qu'on utilise pour détecter automatiquement les ondes lentes dans les tracés EEG. Je vais parler de leurs caractéristiques. Puis je vais parler de travaux plus récents qu'on a fait au CEAM sur la détection revisitée, comme j'appelle, pour essayer de tenir compte d'effets d'âge, d'effets de sexe sur la morphologie des ondes lentes et comment corriger le détecteur en fonction de ça. Je vais parler des caractéristiques des ondes lentes revisitées par cette détection ajustée, disons, à l'âge et au sexe. Et puis finalement, comme Nadia l'a introduit tout à l'heure, je parlerai de ce couplage ondes lentes fuseau. Alors, dans les conditions normales de sommeil, un processus de sommeil est un processus de récupération qui est régulé par cette interaction dont on a déjà parlé entre l'horloge circadienne, qui gouverne l'activité endogène, et la pression homéostatique accumulée pendant la période d'éveil précédente. Le biomarqueur qui est le plus important pour représenter cette réponse, c'est effectivement les oscillations spontanées. Comme Roger l'a dit tout à l'heure, hein, c'est la pointe de l'iceberg, c'est vraiment ce qu'on peut voir sur le tracé de l'EEG. Mesurable donc sur l'EEG, principalement dans les périodes de non-REM. Ce sont des ondes à basse fréquence, telles que Nadia l'a évoqué, plus petites que 4 Hz, donc une fréquence en deçà de 4 Hz. Une amplitude éloquente, c'est-à-dire qu'on peut la voir sur le tracé, cette onde lente, 75 microvolts, et qui vont décliner et qui vont devenir de plus en plus rares au cours du sommeil. Mais elles vont répondre, et c'est probablement ça leur caractéristique aussi, massivement à une privation de sommeil. Ça, c'est le travaux de Ackermann et Borbelli au tout début, dans les années 90. Et le graphique que vous avez devant vous, d'ailleurs, illustre bien le fait que lorsque vous avez une privation de sommeil, eh bien, vous augmentez effectivement à tous les cycles la proportion, la densité spectrale dans la bande spectrale des ondes lentes. Et on voit bien qu'au cours de la nuit, à travers les cycles, eh bien, vous avez aussi une atténuation de cette puissance spectrale. Donc, tout à l'heure, indirectement, Nadia l'a évoqué dans le papier qu'elle nous a présenté, que les gens allaient stimuler au deuxième cycle et non pas au premier cycle, parce qu'ils considéraient qu'au premier cycle, il y avait une saturation d'ondes lentes. Et bien, cette saturation, vous la voyez ici, vous avez une grande proportion, une grande densité spectrale. Donc, ils préfèrent évidemment aller stimuler au deuxième cycle, parce qu'ils savent que là, il y a peut-être des chances de voir une augmentation avec la stimulation qu'il propose. Ici pour faire passer mes diapos, bien sûr, comme d'habitude. Jean-Marc, il y a une petite question par rapport à ta diapo précédente. Oui. C'est par rapport à comment on définit privation de sommeil. Donc, Oui, dans cette étude-là spécifiquement, je ne me souviens pas quelle était la privation. Est-ce que tu te souviens? C'était 16 heures de privation, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une journée, ils étaient privés 16 heures de sommeil, autant que je me souvienne, mais là, ce serait à vérifier.
C'est vrai que c'est une bonne question. Puis en fait, on sait que l'activité à ondes lentes, puis la densité des ondes lentes va augmenter proportionnellement au temps passé éveillé. Donc, plus on passe de temps éveillé, plus cette augmentation-là va être importante. Donc, même si on a une petite privation de sommeil de quelques heures, bon, là, il y a toujours le moment circadien aussi où on va dormir qui va avoir une influence sur notre activité à ondes lentes. Mais si on regarde seulement le processus homéostatique, plus on passe de temps éveillé, plus on va avoir d'activité à ondes lentes lorsqu'on va pouvoir enfin dormir. Merci. Très bien. Cette diapositive, elle, elle reprend ce que Roger a discuté tout à l'heure. C'était tout à fait bienvenu. Donc ici, c'est simplement pour illustrer ce qui a été dit par Roger. Je ne suis pas sûr de le dire aussi bien, mais disons-le simplement, si on regarde les oscillations qui sont au niveau cellulaire, vous avez les premiers travaux de Stériade, effectivement, des années 90, qui montrent que vous avez des oscillations spontanées de 1 Hz, autour de 1 Hz, et d'origine corticale. Donc, c'est effectivement, tout à l'heure, Nadia a discuté de cette controverse qui doit encore perdurer, mais toujours est-il qu'il y a ces travaux qui semblent être assez solides pour montrer ce dialogue thalamo-cortical qui a été repris par Roger tout à l'heure et qui montre qu'effectivement, lorsque vous avez ce rythme lent, et qu'il y a cette communication entre le cortex, et en particulier la couche 5 du cortex, et les noyaux thalamiques avec les fibres, les neurones qui font cette communication entre les noyaux thalamiques et le cortex, eh bien, il y a cette synchronisation qui peut s'établir et qui peut faire en sorte que vous avez des fuseaux qui s'installent, ou alors des rythmes lents, des rythmes d'ondes lentes par cette hyperpolarisation thalamique qui permet de soutenir pendant un certain temps effectivement cette onde lente. Donc si on reprend le travail d'Igor Timofeev, qui est à Laval et qui travaille avec Stériade, qui était parmi les derniers étudiants de Stériade, on peut le reprendre, 3 rythmes principaux qui vont caractériser le sommeil lent, les fuseaux dont on a parlé la semaine passée, entre 7 et 15 Hz, les ondes delta qui sont entre 1 et 4 Hz, et les ondes lentes entre 0,5 et 1 Hz. On reviendra un tout petit peu sur cette nomenclature spectrale des ondes lentes et des delta waves. Là aussi, il y a une certaine, je ne dirais pas de confusion, mais dépendamment des travaux, les bandes spectrales et la définition peut différer. Mais toujours est-il que chacun de ces rythmes vont émerger effectivement d'un réseau neuronal qui implique cette boucle thalamocorticale que vous avez ici à droite, mais qui va être différent et qui seront déclenchés par ce discours, ce dialogue, cette concordance de mécanismes synaptiques dont Roger a parlé tout à l'heure. Bien que ces rythmes puissent être effectivement enregistrés dans les structures isolées, les fuseaux dans le thalamus, les oscillations lentes dans le cortex, eh bien, ils s'organisent effectivement à travers cette boucle thalamocorticale. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails de la synchronisation de ce discours, de ce dialogue, de cette communication entre les noyaux thalamiques et le cortex, ce qui est illustré ici, que vous pouvez retrouver dans le papier de Stériade et de Igor en 2003. Et il explique très bien, effectivement, comment cette communication fait en sorte que vous puissiez mesurer, finalement, sur le scalp, des ondes lentes isolées, des ondes lentes accompagnées de fuseaux, et des fuseaux d'ailleurs aussi isolés. Oups. Alors maintenant, parlons de la définition sur l'EEG. Alors si on regarde la littérature, il y a deux définitions ou 2 détections possibles d'ondes lentes, mais elles reviennent à peu près à la même chose. Dans le travail de Ackermann en 2010, ce qu'on peut lire, c'est qu'on commence d'abord par filtrer le signal sur une dérivation. Enfin, on regardera toutes les dérivations qu'on a sous la main, bien sûr. Donc on va commencer par les filtrer avec un filtre passe-bande, dans une bande étroite, entre 0,5 et 2 Hz. Ce que je vous indique, entre parenthèses, Nadia, et je pense qu'il y a des commentaires, mais je compte sur toi pour m'arrêter s'il y a des commentaires auxquels je peux répondre. Ça va. Ça va, merci. Il y a une discussion parallèle, mais elle est toute petite, puis tu peux continuer. D'accord.
Donc, mais continuez à discuter, il n'y a pas de souci, puis on reviendra plus tard si c'est nécessaire. Donc, un filtre passe-bande qu'il spécifie. Ici, on a parlé, David nous a parlé des filtres dans le cours, dans une semaine précédente. Ici, ils font bien attention de passer le filtre 2 fois dans les 2 directions pour ne pas avoir de distorsion dans le signal filtré. Ils le spécifient bien. Ensuite, ils font le passage par zéro. Ils regardent quels sont les points du signal filtré qui traverse, qui croise la ligne de zéro. Et ensuite, il y a 2 seuils. Il y en a un qui ne sert pas vraiment à grand-chose, qui est de regarder les maximums et minimums qui dépassent 5 microvolts. Ça leur permet de définir des demi-ondes. Mais ce qui est plus important, c'est de regarder ensuite quelles sont les demi-ondes qui dépassent 37,5 microvolts, qu'elles soient en phase négative ou positive. Alors ici, entre parenthèses, comme j'ai une formation de physicien, moi le négatif est vers le bas et le positif est vers le haut, mais il faut faire attention dans les publications, des fois c'est pas toujours bien indiqué, mais ça peut être effectivement une notation inverse qui peut être certainement tout à fait légitime si on parle de l'hyperpolarisation comme étant quelque chose de positif. Cela dit, dans le potentiel, c'est vraiment une valeur négative, et c'est comme ça que je l'indique ici. Donc remarquez que si vous avez effectivement un écart de 2 demi-ondes ici qui ont une intensité, une amplitude plus grande que 37,5 microvolts, ça revient à avoir une amplitude pic à pic qui doit être plus grande que 75 microvolts. Et c'est ça qui est dans la définition du Richthofen-Cales de 68. Si on passe dans le papier, dans le travail de Massimini 2004, qui a été repris dans le papier de Julie Carrier dont a parlé Nadia tout à l'heure, eh bien la détection, et c'est le détecteur qui est utilisé au CEAMS, revient à quelque chose d'un tout petit peu différent, même s'il y a beaucoup de similarités. C'est toujours on a toujours un filtre passe-bande entre 0,3 et 4 Hz. Remarquez qu'ici, on pousse un peu plus loin la fréquence jusqu'aux 4 Hz. Donc, on est en train d'englober à la fois les ondes delta et les ondes lentes. On est très généreux sur la bande spectrale. Mais on va mettre une contrainte qui n'existe pas dans le détecteur de Ackermann et Bessaglière, qui est sur la durée des phases négatives et positives. Alors d'abord, une fois que vous avez filtré le signal, il y a 2 critères d'amplitude qui sont relativement similaires à ce qui est présent dans le détecteur qui est à gauche. On veut une amplitude négative, l'amplitude de l'hyperpolarisation vers le bas qui doit être plus petite que moins 40 microvolts, autrement dit une amplitude qui soit plus profonde que 40 microvolts. Ça, c'est le silence neural dont a parlé Nadia tout à l'heure. Et on veut une amplitude pic à pic. Ici, le critère, c'est vraiment sur l'amplitude pic à pic de cette onde qui doit être plus grande que 75 microvolts. Et ça correspond exactement à ce qu'on a à gauche. Les 2 autres critères, et c'est probablement parce qu'on est plus généreux dans la bande spectrale qu'on demande ces critères de durée, c'est d'avoir une phase négative entre 125 millisecondes et 1500 millisecondes. Donc on veut que ce silence neural dure suffisamment longtemps, mais pas trop longtemps. Et on a une contrainte sur la phase positive qui doit être plus petite que 1 seconde, 1000 millisecondes. Voilà la définition qui a été introduite par Massimini et qui a été utilisée dans le papier dont a parlé Nadia tout à l'heure. Très bien. Alors, allons-y. Regardons ce que donne cet algorithme. Donc, vous avez l'algorithme qui est reproduit ici à gauche, puis vous avez un exemple à droite. Vous avez un signal EEG enregistré sur FZ. Et juste en bas, vous avez le résultat du détecteur sur ce segment que vous voyez juste en haut de l'onde lente qui a été détectée. Vous voyez bien que effectivement l'amplitude du signal filtré qui est en rouge ici dépasse le 40 microvolts. Vous avez aussi une amplitude pic à pic de 77,24 microvolts qui dépasse le fameux 75 microvolts. Et finalement, les critères de durée sont remplis, ce qui définit effectivement cette onde lente, ou du moins ce qu'on appellera un grapho-élément dans le EEG, qui est l'onde lente que vous voyez ici. Alors, j'ai oublié, j'aurais dû demander à Nadia de faire un sondage, mais je pourrais vous demander combien d'ondes lentes vous voyez dans le tracé que vous avez juste au-dessus. Ce n'est pas le même tracé que vous avez vu précédemment, mais celui-là, il ressemble assez bien. C'est toujours sur FZ. Alors, je vous laisse... Je peux mettre le sondage de fuseau, mais vous avez juste je pense qu'il faut juste changer le mot fuseau pour onde lente. Ah, Attendez. d'accord, OK.
Je vais regarder, je l'avais pas préparé. Donc, c'est écrit combien de fuseaux y a-t-il dans cette page? Mais, vous pouvez, indiquer combien d'ondes lentes. Bon, je pense que tout le monde a pu voter, alors je mets fin au vote et j'affiche les résultats. Donc, c'est presque bimodal, comme, distribution. Ouais, c'est intéressant. Alors bien sûr, la réponse, c'est la réponse du détecteur que je vais vous donner. D'accord? C'est peut-être pas forcément la réponse, et là ça revient un petit peu à ce qu'a dit tout à l'heure Roger, c'est peut-être pas non plus la réponse absolue de ce que le cerveau a produit comme onde lente. Il n'y en a qu'une, c'est celle-là. Attention, il n'y en a qu'une détectée. Donc, ce qui est intéressant ici, alors on voit bien que ça dépasse le 40 microvolts, on a 82, je peux vous assurer que tout le reste, dans le signal filtré, ça ne passait pas les critères ni de durée, ni d'amplitude pour avoir le détecteur qui vienne mettre une onde lente ici. Alors c'est intéressant parce que si j'ai bien vu, c'était bimodal, mais les réponses étaient à peu près 3, hein, ça tournait autour de 3, donc on a été visiblement plus généreux, et je sais exactement, on sait exactement dans le signal, quand on regarde, où est-ce qu'on a pu voir à l'œil peut-être une onde lente se manifester. Mais encore une fois, le détecteur, lui, il fait ça d'une façon très scrupuleuse, avec des règles bien précises. Il ne faut jamais oublier qu'un détecteur ne se trompe jamais, mais il se trompe toujours. Donc il y a quelque part, bien sûr, il faut faire avec ça. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on voit bien que l'inventaire exhaustif des ondes lentes, pour autant que ça puisse avoir du sens, et je crois que ça a du sens, effectivement, c'est un des exercices les plus importants de la lecture automatique des EEG de sommeil, que ce soit les ondes lentes ou les fuseaux d'ailleurs, de savoir faire un inventaire complet, étant donné des critères de définition qu'on a adoptés. Donc, quelque part, l'onde lente que je vous montre, elle est exacte vis-à-vis des critères de détection. Donc, la question, bien sûr, c'est de savoir si cet inventaire fait du sens et qu'est-ce qu'on peut en déduire. Alors, l'article qui est ici, et on ne s'est pas du tout concerté avec Nadia, c'est l'article que Nadia a discuté tout à l'heure, l'article de Julie Carrier. C'est un des articles importants parce que c'est un des articles qui fait vraiment l'inventaire des caractéristiques des ondes lentes et comment ces caractéristiques changent avec l'âge chez l'humain. Donc j'ai écrit cet article parce que justement, ça permet d'illustrer d'une façon tangible quelles sont les caractéristiques d'intérêt de cet inventaire d'ondes lentes qu'on veut faire. Alors, première caractéristique, et Nadia en a parlé tout à l'heure, c'est la densité. Alors, la densité d'ondes lentes, évidemment, c'est la même définition si on parlait de fuseaux, c'est le nombre d'événements détectés par minute. Donc ici, la densité, elle est rapportée pour toute la nuit, chez les hommes, chez les femmes, jeunes et moins jeunes. Donc vous avez ici exactement ce qui se passe chez l'humain au cours du vieillissement, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes à gauche, les femmes à droite ici. Et ce qu'on peut voir, et tout est indiqué sur la figure d'une façon très claire, chez les femmes, la densité d'ondes lentes va décroître avec l'âge. Elle décroît aussi chez l'homme. Et le gradient, vous avez un gradient antério-postérieur, autrement dit, vous avez une densité plus forte sur les électrodes frontales. Et ce gradient évolue globalement aussi avec l'âge. C'est ce qui est indiqué par les flèches jaunes ici. Et donc, vous avez deux effets simples. Vous avez l'effet de l'âge et vous avez les effets topographiques de la dérivation pour les femmes. Pour les hommes, le scénario est légèrement différent. La densité d'ondes lentes va décroître avec l'âge aussi, mais vous avez une réduction plus marquée, plus forte en frontale. Et c'est ça qui donne statistiquement cette interaction entre l'âge et la topographie. Donc ça, c'est un des résultats principaux dans ce travail publié en 2011. Ensuite, vous avez d'autres résultats intéressants qui vont nous permettre justement de parler de ces propriétés, de ces caractéristiques des ondes lentes qui vont nous intéresser dans le reste de cette présentation.
On vient de parler de la densité. Et ici, vous avez la densité, ou du moins toutes ces caractéristiques dont on va parler, mais horizontalement, l'axe des X, c'est la période de non-REM au cours de la nuit. Autrement dit, c'est ici la chronologie pendant le sommeil avec les périodes de non-REM, 1, 2, 3, jusqu'à le quatrième cycle finalement de la nuit. Donc globalement, la densité va décroître effectivement avec l'âge. On voit ici, par exemple, sur la densité, vous avez deux courbes. Les deux courbes ici, avec les points noirs, c'est pour les jeunes. Vous voyez très bien cette densité qui décroît, et on l'a déjà évoqué au cours de la nuit. Rappelez-vous le travail dont parlait Nadia tout à l'heure, de ces stimulations qui étaient à la deuxième période de non-REM, pour ne pas aller chercher cette période dite saturée d'ondes delta du premier cycle. Donc chez les jeunes, on voit bien cette décroissance qui est très caractéristique et dont on reparlera tout à l'heure. Et avec le vieillissement, eh bien, vous avez ici effectivement une atténuation drastique de la densité des ondes lentes dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a aussi quand même ce profil de décroissance au cours de la nuit. Je passe tout de suite à l'amplitude. Donc l'amplitude pic à pic des ondes lentes. Ça, c'est le diagramme que vous avez juste à droite ici. L'amplitude des ondes lentes va diminuer avec l'âge. Je me souviens bien, Nadia l'a évoqué aussi tout à l'heure. Mais cette réduction des ondes lentes, de l'amplitude pic à pic, est moins importante au début du sommeil. Donc, ça donne un rôle particulier, effectivement, de ces ondes lentes au début du sommeil, dont on pourra parler aussi plus tard. L'autre caractéristique qui a été introduite aussi par Nadia tout à l'heure, c'était la pente, cette fameuse slope, pour reprendre le mot anglais, qui est définie par le rapport entre l'amplitude pic à pic et la durée entre la phase d'hyperpolarisation, donc ce silence neural, et le maximum de dépolarisation atteint par l'onde lente dans la phase up. Donc cette durée ici, sur laquelle je reviendrai aussi, elle est intéressante, c'est cette durée de transition entre l'hyperpolarisation et la dépolarisation. Et si vous faites le rapport de l'amplitude sur cette durée, eh bien vous avez cette pente moyenne de l'onde lente. Et c'est une des caractéristiques, effectivement, qui est généralement associée à l'intensité de la force synaptique engagée dans un processus de dépolarisation. Et tout à l'heure, Nadia l'a aussi évoqué, c'est quelque chose qui pourrait être relié à la synchronisation de tous ces neurones qui participent à l'onde lente, qui se sont massivement mis dans un état silencieux et ensuite reviennent à cette dépolarisation pour revenir ensuite à la ligne de base. Donc, la pente, effectivement, peut être caractéristique de cette synchronisation qui permet à l'onde lente, ou du moins aux neurones, de participer à cette oscillation. Alors j'ai mis à gauche une petite remarque pour faire d'abord rendre hommage à un travail qui a été fait par un étudiant du groupe, Jonathan Dubé. Et la question était de savoir si l'amincissement, puisqu'on parle du vieillissement ici, est-ce que l'amincissement cortical avec l'âge a un rôle dans ce déficit d'ondes lentes qui se manifeste dans la densité, par exemple. Alors, dans ce travail qui a été publié en 2015, ça a été montré que l'épaisseur corticale est associée effectivement à la densité et à l'amplitude des ondes lentes. Que la plupart des régions corticales impliquées dans la génération des ondes lentes, et là je vous fais la liste, hein, frontomédial, temporomédial, temporo-inférieur et temporo-supérieur, donc voilà les régions qui sont vraiment présentes pour faire la génération des ondes lentes dans le cortex, eh bien ce sont ces régions aussi qui présentent la plus faible épaisseur corticale avec l'âge. Finalement, la conclusion, c'était que l'amincissement cortical, effectivement, de ces régions impliquées dans la génération et dans la propagation des ondes lentes, peut expliquer effectivement la réduction et la densité d'amplitude avec le vieillissement. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un aspect qui a été étudié récemment dans le groupe. Vous avez vu tout à l'heure qu'avec l'âge et en fonction aussi du sexe, on avait effectivement des propriétés des ondes lentes qui pouvaient varier. Et la question qui s'est posée très rapidement, c'était de savoir si ces propriétés qu'on observait étaient intrinsèques des ondes lentes, ou est-ce que c'était un effet de la détection des ondes lentes. Tout à l'heure, on a bien vu qu'il pouvait y avoir du questionnement par rapport à la détection des ondes lentes. On n'était pas tous d'accord sur combien d'ondes lentes on pouvait voir sur le tracé. Donc visiblement, il y a
controverse, il y a débat. Et donc, les résultats qui étaient présentés, en particulier dans le papier effectivement de Julie Carrier de 2011, la question pouvait se poser de savoir si ces résultats étaient caractéristiques des ondes lentes ou des caractéristiques endogènes des ondes lentes avec l'âge et le sexe, ou est-ce que c'était le détecteur qui ne donnait pas toutes les ondes lentes, ne faisait pas un inventaire exhaustif des ondes lentes en fonction de l'âge et en fonction du sexe. Donc, dans ce travail de Taina Rosainville, qui est une étudiante du groupe, Taina a revu ses paramètres de seuillage d'amplitude. On s'est sûrement intéressé au seuillage d'amplitude, amplitude de la phase d'hyperpolarisation, donc la phase down, et l'amplitude pic à pic. Ce sont les deux critères d'amplitude qui sont dans le détecteur automatique d'ondes lentes dont on a parlé tout à l'heure. Donc la question c'était, peut-on faire un inventaire exhaustif des ondes lentes chez les hommes, chez les femmes, jeunes et moins jeunes? On revient un petit peu sur la question initiale, mais maintenant, c'est vraiment de savoir si cet inventaire exhaustif est réalisable à partir avec un détecteur automatique. Donc je ne vous parlerai pas sur ce qui a été fait exactement, parce que ce serait ennuyeux, je ne suis pas sûr que ce serait des mots doux qui vous inviteraient à faire de meilleures ondes lentes, mais l'approche, ça consistait à apprendre, au sens algorithmique du terme, comment corriger les paramètres standards dont je vous ai parlé tout à l'heure, le 40 microvolts qui est l'amplitude que doit atteindre au moins la phase d'hyperpolarisation, la phase négative de l'onde lente, et le 75 microvolts d'amplitude pic à pic doit être au moins présent pour pouvoir dire qu'on a une onde lente. Il y a des critères de durée, mais ces critères de durée, on les a gardés tels qu'ils étaient définis dans le détecteur standard. Donc, on veut corriger ces paramètres d'amplitude, de seuillage d'amplitude, pour tenir compte et du sexe et de l'âge. Alors, cet apprentissage va être obtenu en fait à partir de données d'une cohorte qu'on a appelée learning pour être moderne. Et les caractéristiques ensuite des ondes lentes, donc la densité, l'amplitude et la fameuse pente, la slope, seront évaluées sur cette cohorte. Et on va valider ces résultats sur une autre cohorte qu'on appelle testing. On reprend un tout petit peu la stratégie des gens qui font de l'intelligence artificielle, d'apprendre quelque chose sur une base de données et de tester, de valider sur une base de données qui n'a pas été utilisée pour apprendre ce qu'on voulait apprendre. Alors, je vous donne ici les informations sur les deux bases de données. On avait 207 participants pour la base de données où on apprenait ces caractéristiques qu'on voulait corriger, les amplitudes de seuil, d'amplitude négative et de pic à pic. Il y avait 97 participants jeunes, dont 52 femmes, et 110 participants âgés, dont 61 femmes. Et dans la cohorte de testing, qui est moins grande, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a utilisé de ce côté-là, qu'on n'a pas fait le chemin inverse, on avait 77 participants, donc 38 jeunes, et 39 participants âgés, dont 20 femmes. Alors voilà le résultat que ça donne. Le résultat, c'est le suivant. Vous avez ici les deux paramètres d'amplitude, 40 microvolts et 75 microvolts. Ça, c'est le détecteur standard. C'est celui d'ailleurs qui perdure dans les outils de CA. C'est très bien comme ça. Encore une fois, un détecteur ne se trompe jamais, mais il faut faire aussi, il faut être toujours vigilant aux critères de détection qu'on utilise. Et à partir des données de deux cohortes, du moins la cohorte de learning, celle avec laquelle on a appris, eh bien, on a pu montrer que ces seuils doivent être corrigés. Alors, si on regarde dans la cohorte des femmes, par exemple, ce 40 microvolts, 75 microvolts standard devient 41 microvolts et 77 microvolts. Je vous rappelle que le 41 microvolts, c'est l'amplitude négative, celle qui porte sur l'hyperpolarisation. Le 77 microvolts qui remplace, si vous voulez, se substitue au 75 microvolts, c'est l'amplitude pic à pic. Ça, c'est pour les jeunes femmes. Pour les femmes plus âgées, eh bien, ces deux critères deviennent 37 microvolts et 70 microvolts. Donc, le premier constat, d'abord, c'est que pour les jeunes femmes, vous voyez que les critères ne changent pas beaucoup. Passer de 40 microvolts à 41 microvolts, ça c'est pour l'hyperpolarisation, et pour l'amplitude pic à pic, passer de 75 à 77. Vous voyez que les critères changent de telle façon que vous allez avoir peut-être moins d'ondes lentes, d'une certaine façon, détectées pour les jeunes femmes que vous ne l'auriez détecté avec les critères standards.
Par contre, pour les femmes plus âgées, là, on a un changement drastique puisque l'amplitude négative, le seuil passe à 37 microvolts. Donc, vous voyez que vous remontez le seuil vers le positif, si vous voulez. Donc, vous allez avoir plus d'ondes lentes de point de vue de ce critère. Et vous en allez avoir plus aussi à cause du critère de l'amplitude pic à pic qui passe à 70 microvolts. Donc, vous êtes beaucoup plus généreux. Donc, vous allez avoir certainement un inventaire plus grand que vous n'auriez eu si vous aviez gardé les critères standards. Donc ça, c'est pour les femmes. Pour les hommes, la situation est encore plus drastique. Pour les jeunes hommes, vous voyez que le 40 microvolts, 75 microvolts est corrigé pour devenir 39,5 microvolts. On reste pratiquement avec le même critère pour l'amplitude de l'hyperpolarisation. Par contre, le 75 passe à 74, ce qui reste relativement standard par rapport aux critères habituels. Par contre, avec le vieillissement, le détecteur qui doit tenir compte de l'âge chez les hommes, vous voyez que là, la situation est beaucoup plus importante puisque passer de 40 microvolts à 32 microvolts comme amplitude de seuil, pour l'amplitude, encore une fois, de l'hyperpolarisation négative, et l'amplitude pic à pic, vous passez de 75 à 60 microvolts. Donc c'est clair que là, l'inventaire va s'agrandir de beaucoup d'ondes lentes de petite amplitude, mais qui sont considérées comme des ondes lentes d'après les bases de données. Alors, évidemment, tout à l'heure, je vous ai posé un quiz et on était quelques-uns à penser qu'il y avait plus d'ondes lentes qu'il n'y paraissait. Et vous remarquerez que l'onde lente qui est en magenta ici, qui est nouvelle et qui correspond à ce nouveau détecteur pour un homme, avec le 32 microvolts comme seuil pour l'hyperpolarisation et le 60 microvolts comme seuil pour l'amplitude pic à pic, eh bien, effectivement, vous avez un nouveau candidat qui est cette onde lente qui s'ajoute à celle qui était déjà détectée, qui est en rouge ici. Et donc, quelque part, ce nouveau détecteur répond un tout petit peu à ce que vous-même, vous ayez peut-être vu dans le signal tout à l'heure, avec une onde lente qui n'avait pas été détectée d'une façon standard, mais qui serait détectable avec un détecteur qui tiendrait compte effectivement de l'âge et du sexe de celui sur lequel on enregistre le jeu. Jean-Marc, il y a une question dans le chat. Oui. Comment avez-vous appris les seuils? Les seuils à avoir pour avoir une densité similaire aux jeunes, ce n'étaient pas des événements marqués par des experts. C'est une question de Karine que tu peux relire. Ce qu'on a fait, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce qu'on a fait, c'était de faire une détection très généreuse des ondes lentes sur notre cohorte de learning, de prendre tout, et de regarder avec le critère standard quelle était la sensibilité de notre détecteur. Alors, comme une sensibilité, c'est de savoir quel est le rapport signal sur bruit, on va dire ça comme ça. Alors, le signal, c'était quoi? C'était toutes les ondes lentes qui étaient des ondes lentes standards et tout ce que le détecteur avait ignoré comme étant des ondes lentes standards, même si on avait fait un inventaire exhaustif de toutes les oscillations lentes, on va dire, avec un critère extrêmement permissif. Donc ça, c'était la notion de ce rapport, nous a donné un rapport signal sur bruit. Et ensuite, on se posait la question de savoir quels sont tous les détecteurs qui pourraient avoir le même rapport signal sur bruit. Et effectivement, on peut inventer plein de critères de détection en jouant sur les deux critères d'amplitude ici, le 40 microvolts et 75 microvolts. On abandonne ce critère, on regarde tout ce qu'on pourrait mettre comme seuil pour avoir le même rapport signal sur bruit. Et ça définit d'une certaine façon la sensibilité de notre détection, étant donné, ça c'est important, les critères de durée fixes. Donc ça, c'est la sensibilité. Et je peux avoir ici, effectivement, toute une famille de détecteurs avec plein de paramètres de détection sur les amplitudes qui sont devant nous. Après, il nous faut un autre critère qui serait un critère plus spécifique. Alors bien sûr, la spécificité d'une onde lente, on ne sait pas trop aller chercher, mais après tout, on se dit que les gens qui ont défini les critères standards avaient certainement une très bonne idée, une très bonne intuition de ce que c'était qu'une onde lente. Et donc, le rapport de proportion ici, le rapport de 75 sur 40, le rapport entre l'amplitude pic à pic minimale qui va définir mon onde lente sur l'amplitude minimale de l'état de silence, le fameux 40 microvolts, ce nombre est probablement quelque chose d'intéressant, d'une spécificité de ce que c'est qu'une onde lente. Et il s'avère que lorsqu'on tient compte de cette spécificité de l'onde lente minimalement détectable,
Minimalement détectable, ça veut dire qu'au seuil de la détectabilité, je voudrais voir effectivement ce rapport être vrai. Ça ne veut pas dire que toutes les ondes lentes vont respecter ce rapport d'amplitude, mais juste au niveau de la détectabilité. On juge être la spécificité d'une onde lente détectable juste au seuil de détectabilité. Si on mélange ce critère spécifique avec le critère de la sensibilité d'un détecteur qui tient compte des durées dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, on a un seul détecteur qui va sortir. Et il va être ce seul détecteur, cette unicité du détecteur, va dépendre si c'est une jeune femme âgée, un jeune homme ou un homme âgé. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on obtient le détecteur unique défini. Et ce que vous voyez ici en jaune. Est-ce que j'ai répondu? Elle va Je dire oui. pense que oui. J'ai pas de feedback, mais Karine est généreuse, elle va dire oui. oui, dis oui. Tu la connais bien. Mais c'était une bonne réponse aussi. Jean-Marc, dis-moi, quand ce serait un bon moment pour prendre une petite pause? On va maintenant, si tu veux. OK. En général quand quelqu'un pose ce genre de questions, c'est que c'est le bon moment, je pense. On peut faire ça maintenant, c'est vrai. Ben, c'est le bon moment, peut-être physiologique, mais peut-être que au Physiologique. niveau de l'enseignement, ça ne l'est pas. Mais Non, j'essaie de, je pense à ce qui vient après, mais c'est tout à fait très, non, c'est très bien maintenant. est-ce qu'on peut prendre jusqu'à 11h20? Donc, ça nous ferait comme un 8-9 minutes de pause. Pas de problème. Tu aurais 40 minutes pour poursuivre après. Si vous êtes de retour, vous pouvez ouvrir votre caméra pour qu'on se sente moins seul. Ça va aussi me permettre de voir si les gens sont revenus. Est-ce que vous voyez toujours mes diapos? Oui, Super. Tu me dis quand tu veux que je... il est 11h20, donc tu peux reprendre. Je vois que les gens sont aussi pas mal de retour. Très bien. Donc ça, c'est effectivement ce fameux détecteur qu'on a appelé data-driven parce que c'était par les données qu'on arrivait effectivement à ces résultats. Donc ce que je vais vous présenter, c'est des caractéristiques. Je vais revenir sur les caractéristiques des ondes lentes en fonction de l'âge et du sexe pour simplement illustrer ce qu'on peut voir. Donc ce que vous avez ici, c'est sur la densité des ondes lentes. Donc dans le carré horizontal en pointillé, c'est sur la cohorte avec laquelle on a appris. Vous avez à gauche les résultats sur l'âge et le sexe, comment la densité va varier avec le détecteur standard, et ce qui est à droite, c'est avec le détecteur adapté avec l'âge et avec le sexe. Donc la première chose, c'est qu'on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. On avait deux effets simples d'âge et de sexe avec le détecteur standard, avec les critères standards de détection sur les amplitudes, le fameux 40 microvolts et 75 microvolts pic à pic. Et lorsqu'on prend maintenant le détecteur adapté à l'âge et au sexe, on a un effet simple sur l'âge. Donc la densité des ondes lentes diminue avec le vieillissement. C'est un effet simple. Les graphiques qui sont juste en dessous, c'est les mêmes résultats maintenant sur la cohorte de test. Autrement dit, rappelez-vous que c'est la cohorte qui n'a pas été utilisée pour apprendre le détecteur. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec les critères standards, on a une interaction entre l'âge et le sexe pour la densité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un effet simple âge et sexe qu'on obtenait dans la cohorte d'apprentissage. Mais lorsqu'on utilise la détection adaptée, on obtient un résultat qui est concordant avec celui qu'on avait avec la cohorte d'apprentissage. On a un effet simple d'âge, de vieillissement sur la densité des ondes lentes. Donc ça, c'est pour la densité. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde l'autre propriété, qui est la propriété des amplitudes des ondes lentes, là, je vais être un petit peu plus rapide. Vous voyez que avec la détection standard, les résultats sont discordants entre la cohorte d'apprentissage et la cohorte de test, mais ils deviennent concordants lorsqu'on prend maintenant un détecteur qui est adapté à l'âge et au sexe. On a une interaction, autrement dit, avec l'âge, l'amplitude diminue, l'amplitude des ondes lentes, l'amplitude pic à pic des ondes lentes diminue, mais elle diminuera moins dramatiquement chez les femmes que chez les hommes. C'est ça l'effet d'interaction. Puis finalement, sur la propriété de pente, la fameuse slope,
Là encore, on a des résultats qui ne sont pas vraiment concordants entre les deux cohortes lorsqu'on prend une détection standard, la fameuse détection habituelle qu'on utilise encore dans notre détecteur d'aujourd'hui, mais encore une fois, c'est un détecteur qui a tout le temps raison, mais qui peut avoir aussi tort. Et si on tient compte maintenant dans le détecteur d'un effet de sexe et d'âge, eh bien, on obtient deux effets simples. La pente des ondes lentes est plus faible chez les hommes et elle diminue avec l'âge. Deux effets simples qui sont concordants sur les deux corps. Donc ça, c'était un résultat intéressant publié par Taïna Rossinville dans ce papier de 2019, qui montre qu'effectivement, la détection des ondes lentes, et probablement qu'elle nous rassurerait, parce que là, probablement que si on faisait un sondage, on serait peut-être un peu plus tous en accord avec ce que le détecteur nous donnerait. Encore une fois, il vise à être un peu plus généreux dans l'inventaire des ondes lentes, adapté au sexe et à l'âge. C'est vraiment un des messages forts de Taïna, c'est que cette détection, effectivement, peut être mieux faite, plus adaptée à l'individu qu'on est en train de regarder. Très bien, donc ça c'est sur la partie détecteur. Maintenant, je vais vous parler rapidement d'une autre caractéristique qu'on a revisitée récemment. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais simplement pour soulever des questionnements, ou du moins pour aborder certains points qui ont été déjà abordés dans la matinée. Et surtout pour introduire des petites idées qui vont être utiles pour les histoires de couplage avec lesquelles on va terminer cette période de cours. Donc d'abord, l'onde lente, c'est vrai qu'elle se présente évidemment comme une oscillation, puis je l'ai déjà abordé avec vous dans le cours sur l'analyse spectrale. Une oscillation, c'est un tour d'horloge. On y pense, c'est l'aiguille d'une montre. J'ai déjà la phase, une phase qui change. Donc je l'ai déjà utilisé abondamment avec vous, mais je pourrais encore l'utiliser ici. Après tout, si vous suivez l'onde lente très schématique qui est à gauche, et que vous partez du point le plus à gauche et que vous la suivez pour aller chercher le point le plus à droite de l'onde lente, vous avez une oscillation, c'est le temps qui avance. Mais ce que vous pouvez voir aussi, c'est une phase qui tourne. Alors, si vous voulez voir la phase qui tourne, c'est ce tour d'horloge dans le sens, bon, après tout, pourquoi pas, anti-horaire. Autrement dit, ça va remonter le temps. Le moins 3 pi sur 2, qui est un angle, ce serait minuit. Et ensuite, pensez à cette aiguille qui va tourner dans le sens anti-horaire, qui va passer à 21 heures à H, ensuite qui va continuer à tourner, qui va passer au passage à zéro entre H et D à 18 heures, qui va aller chercher D à 15 heures et qui va revenir à midi pour pi sur 2, pour la fin de l'onde lente. Donc en fait, l'oscillation que vous voyez ici, c'est vraiment une aiguille qui tourne. Remarquez bien que si je fais tourner cette phase d'une façon régulière, vous allez avoir une oscillation régulière aussi, et vous allez avoir vraiment une onde parfaite qu'on a tous appris pour être un cosinus ou un sinus. Mais dans la vraie vie, c'est jamais ça. Autrement dit, vous pouvez voir que cette phase, elle ralentit ou elle accélère avec le temps. Ça, c'est la première chose. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous me donnez n'importe quelle onde lente, elle peut bien sûr changer dans la durée, dans son décours temporel. Néanmoins, la phase sera quelque chose d'universel pour toutes les ondes lentes parce qu'elle commencera quelque part et elle tournera à la vitesse qu'elle voudra, mais toujours est-il que si vous me dites la phase égale 0, je saurai exactement où est-ce que je me trouve dans l'onde lente. D'accord? Ce n'est pas le temps qui peut être intéressant, mais c'est la phase. Alors la phase 0, par définition ou par consensus universel à travers toute la communauté, mais en fait, ce n'est pas vrai, c'est Tononi qui l'a imposé, comme beaucoup de choses d'ailleurs dans le domaine du sommeil, eh bien, c'est la phase de l'instant du maximum de dépolarisation. Pourquoi pas? Donc, moi, toutes les ondes lentes peuvent être repérées par cette phase qui tourne dans le sens anti-horaire, de minuit pour aller jusqu'à midi. Donc ça, c'est la première chose. Vous allez voir que c'est quelque chose qui va nous être utile plus tard pour parler du couplage justement avec les fuseaux. La deuxième chose, c'est qu'on a deux constantes de temps. Alors, ça, c'est un langage de physicien, désolé, mais des constantes de temps, c'est des durées caractéristiques. On va dire ça comme ça, des deux durées caractéristiques dans une onde lente. Remarquez bien que je vous ai parlé de la phase pour résumer d'une certaine façon le décours temporel de l'onde lente.
Et là, maintenant, je vous parle du temps. Donc, c'est vraiment des secondes. Alors, vous avez effectivement deux périodes ici, deux caractéristiques temporelles de l'onde lente. La première, elle est évidemment triviale, c'est la durée totale de l'onde lente, le grand T ici. Et bien sûr, le critère de détection a mis des contraintes sur grand T. Rappelez-vous que la phase négative avait une contrainte sur la durée minimum et maximum. Ça ne pouvait pas dépasser 1500 millisecondes, ça ne pouvait pas être plus petit que 125 millisecondes, et la phase positive ne pouvait pas aller au-delà de 1000 millisecondes, d'une seconde. Donc il y a des contraintes sur ce temps ici, sur grand T. Un paramètre où il y a moins de contraintes, c'est ce que j'ai appelé taux ici, c'est la durée que prend l'onde lente pour passer de l'hyperpolarisation au maximum de dépolarisation. Donc ça, c'est vraiment une durée interne qu'on a appelée la durée de transition, tout simplement, de l'onde lente. Cette transition entre le silence neural maximum et là où une partie, voire la totalité des neurones qui participent à ce silence neural reviennent au maximum de dépolarisation pour ensuite revenir à cette ligne de base. Donc cette durée taux ici, ou du moins ces deux caractéristiques temporelles, grand T et petit taux, je peux très bien travailler avec, mais vous pouvez aussi définir des fréquences qui sont associées. Il suffit de les inverser. Donc, 1 sur grand T, c'est la fréquence habituelle de l'onde lente. Et on a défini ici F indice taux qui est 1 sur 2 taux, pardon. Pourquoi le 2? Tout simplement parce que vous remarquerez que cette durée de transition, c'est une demi-période d'une onde. Donc en multipliant par 2, on a vraiment une période. C'est un peu cosmétique, mais en même temps, autant être rigoureux sur ce que c'est qu'une période. Ce que vous avez ici à droite, c'est sur deux cohortes de jeunes individus, d'une cohorte âgée, hommes, femmes mélangés, balancés, équilibrés. Chaque point ici, c'est une onde lente dans ces deux cohortes. Chaque point est une onde lente. Pour chaque onde lente, j'ai ces deux fréquences. La fréquence habituelle, le F, ça c'est sur l'axe horizontal, entre 0,5 et 4 Hz, parce qu'après tout, notre détecteur d'ondes lentes a joué dans cette bande spectrale. Donc, je n'ai aucune surprise de voir que je suis à l'intérieur de cette bande spectrale pour mon onde lente, évidemment. Et verticalement, vous avez la fréquence qui est un peu plus endogène, intrinsèque de l'onde lente, qui est le 1 sur 2 taux, autrement dit la fréquence de transition. Donc, chaque point peut être représenté, effectivement, chaque onde lente peut être représentée par ces deux points. Alors, il y a plein de choses. Bien sûr, quand on a vu ce graphique, il y avait pas mal de conséquences. La première conséquence, c'est que vous voyez que chez les jeunes et chez les personnes âgées, la distribution que vous voyez horizontalement, juste en dessous du graphique de scatterplot ici, vous avez deux distributions relativement, même complètement superposées. Autrement dit, cette distribution de la fréquence intrinsèque ne semble pas être sensible à l'âge. Par contre, la fréquence de transition, elle, voit quelque chose, c'est quelque chose de l'âge de l'individu. On voit bien que les distributions sont différentes. Donc, c'est un paramètre endogène beaucoup plus sensible à l'âge que la fréquence caractéristique d'une onde lente, qui est, encore une fois, la fréquence associée à la période, la durée totale de l'oscillation. Alors, ce qu'on a pu montrer aussi, c'est que finalement, vous aviez vraiment une séparation, une fréquence de rupture, une fréquence de séparation entre deux types d'ondes lentes. Ce 1,2 Hz ici, qui est à la jonction finalement des deux distributions de cette fréquence de transition, eh bien ce 1,2 Hz permet effectivement de classer les deux types d'ondes lentes, Remarquerez que verticalement, je vous ai mis une ligne pointillée à 1 Hz, parce qu'il se trouve que dans la littérature, et je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, vous avez deux types d'ondes lentes d'une façon très implicite, sans vraiment de justification. Les delta waves qui sont en deçà du 1 Hz, je parle bien de la fréquence naturelle de l'onde lente, et les ondes lentes qui étaient entre 1 et 4 Hz. Et vous remarquerez qu'ici, que dans la distribution des fréquences, il n'y a rien qui justifie effectivement cette séparation. Et il se trouve que dans le papier de Ackermann et Bezavière que je vous ai parlé tout à l'heure, il y a effectivement la mention qu'il n'y a aucune évidence physiologique pour avoir cette rupture ou cette séparation à 1 Hz. Par contre, ce qui est vrai, c'est que lorsque la pression homéostatique augmente, vous avez une augmentation de la puissance de l'EEG, du spectre, au-delà du 1 Hz dans les ondes lentes. Donc la manifestation de cette
pression homéostatique se manifeste plus sur les ondes lentes qui sont de nature rapide, on va dire, au-delà de 1 Hz. Alors, l'illustration que vous avez ici, ça illustre, et encore une fois, je ne rentrerai pas trop dans les détails, ce travail qui a été fait par Maude dans sa thèse de doctorat et qu'elle est en train de soumettre comme papier, sur cet inventaire des ondes lentes que notre détecteur fait, effectivement, mais maintenant avec avec un raffinement, disons, supplémentaire pour essayer de classer les ondes lentes en 2 catégories à partir de la fréquence de transition. Une fréquence de transition au-delà de 1,2 Hz. Vous voyez que le 1 Hz n'est pas très loin, mais c'est 1,2 Hz. Donc, et là, Nadia en est à l'origine, ce qui a été appelé les fast switchers, et les ondes lentes où la fréquence de transition est en deçà de ce 1,2 Hz. Ici, vous avez un exemple avec 0,8 Hz, qu'on a appelé bien sûr les slow switchers. Alors, bien sûr, ce sont des ondes lentes au sens habituel du terme, sauf qu'on a maintenant 2 catégories. Le seul résultat que je vais vous montrer, parce qu'il va de pair avec ce qui a été dit précédemment, c'est celui-là. C'est la dissipation de ces 2 types d'ondes lentes au cours de la nuit, au cours des cycles. Rappelez-vous, on a montré ça, ce qui était déjà illustré dans le travail publié par Julie Carrier en particulier, en 2011, l'homéostasie du sommeil, le fait qu'il y a une dissipation progressive de ces ondes lentes au cours de la nuit. Ici, vous avez exactement le même scénario avec les 2 cohortes jeunes et âgées, à droite et à gauche, mais on distingue maintenant les 2 types d'ondes lentes. Les fast switchers, donc les ondes lentes qui ont une fréquence de transition au-delà de 1,2 Hz. Et rappelez-vous que c'est ces ondes lentes qui avaient été un peu identifiées comme étant celles qui avaient un rôle dominant dans la pression homéostatique. Et puis les slow switchers, qui sont les ondes lentes où la fréquence de transition est en deçà de 1,2 Hz. Et bon, vous voyez ici que cette dissipation qu'on voit au cours de la nuit est différente. Si on regarde chez les jeunes, elle est différente pour les 2 types d'ondes lentes. Vous avez, j'aurais dû dire d'ailleurs, l'axe vertical, c'est le pourcentage d'ondes lentes dans les 2 catégories, c'est le pourcentage d'ondes lentes présentes dans chacun de ces cycles. Autrement dit, par exemple, au début, eh bien, si vous êtes jeune, vous faites à peu près 60% de vos fast switchers dans le premier cycle. Après, il vous en reste 40% à dissiper au cours de la nuit. Par contre, vos slow switchers, si vous êtes jeune, eh bien, vous en faites un petit peu moins que 50% et le reste va se dissiper au cours de la nuit. Donc, on voit déjà qu'il y a un rapport entre les 2 types d'ondes lentes qui est différent dans leur présence au cours de la nuit. Et ce rapport s'inverse au 2e cycle. Là, c'est l'inverse. Vous avez une proportion de slow switchers qui domine sur les fast switchers et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est de voir que avec le vieillissement, eh bien, le scénario est légèrement différent. La distribution se répartit plus à travers la nuit. Autrement dit, l'effort homéostatique, la production, la dissipation du premier cycle est beaucoup moins marquée que chez les jeunes. Et vous avez aussi cette décroissance qu'on retrouve dans les fast switchers, mais une décroissance légèrement différente, même très différente pour les slow switchers. C'est l'histoire de la convexité avec laquelle on a longuement discuté avec Maude Bouchard pour essayer de comprendre pourquoi chez les vieux, effectivement, chez les personnes âgées, vous aviez un comportement un peu différent sur cette dissipation. Donc j'en dis, il y a beaucoup d'autres résultats qui se sont greffés sur cette classification des ondes lentes. Encore une fois, c'est un travail extrêmement récent, mais je trouve que ça avait tout à fait sa place dans le cours d'aujourd'hui, pour montrer un petit peu dans cette nomenclature des ondes lentes jusqu'où on peut aller en ce moment et ce qu'on peut leur faire. Très bien, je vais terminer avec ce que Nadia a annoncé tout à l'heure, effectivement, sur ce fameux couplage ondes-lentes fuseau. Rappelez-vous, ce couplage a été annoncé par Nadia, il a été consolidé par Roger, parce qu'il nous a parlé aussi de ces mécanismes thalamocorticaux, ce dialogue entre le cortex et le thalamus qui faisait en sorte que, oui, des fois, il y a des fuseaux qui peuvent émerger dans cette communication thalamocorticale. Il y a aussi des travaux qui montrent comment ces fuseaux s'arrêtent dans cette synchronisation, ce processus, ce mécanisme thalamocortical. Moi, je vais être beaucoup plus simple, je vais vous parler de comment on quantifie et quelles sont les propriétés qui peuvent émerger de ce couplage ondes-lentes fuseau. Encore une fois, il n'est pas question de faire l'inventaire complet de ces propriétés de couplage. C'est des travaux qui sont en cours, dans pas mal de groupes, mais il y a déjà des choses qui émergent et qui sont intéressantes.
Nadia l'a évoqué aussi, il y a cette hiérarchie dans le couplage. Vous avez le jet de surface avec l'ondante, c'est ce que vous avez en haut, avec l'oscillation lente au niveau cortical. Vous avez ensuite effectivement les fuseaux qui émergent dans l'activité thalamique et qui peuvent émerger effectivement d'une façon concomitante à l'ondante. Et si on regarde bien à l'intérieur même du fuseau, on peut voir effectivement les fameux sharp waves, les ripples, qui elles sont probablement plus associées à l'activité hippocampique simultanément à cette communication thalamo-corticale. Alors en ce moment, effectivement, il y a cette idée de hiérarchie des ondes qui peuvent se présenter d'une façon simultanée et avoir une valeur cognitive particulière pendant le sommeil. Alors, voici un exemple. 20 secondes sur FZ, en stade N2, sommeil lent. Vous avez en haut un tracé qui est presque un tracé d'école avec des ondes lentes qui sont détectées d'une façon assez évidente par mon détecteur qui est en rouge. Je ne vous les montre pas, mais je pense maintenant que vous êtes aussi des experts en fuseaux, je pense que vous les voyez aussi à l'œil. Puis on voit surtout des fuseaux qui sont évidemment concomitants à l'onde lente. En particulier à gauche, je pense que c'est clair, il y a vraiment une activité rapide qui est simultanée. Et Nadia l'a évidemment évoqué tout à l'heure, sur la phase de dépolarisation descendante. C'est là où il y a cette activité rapide qui se greffe, qui est un fuseau. Vous avez aussi des fuseaux qui sont à l'extérieur des ondes lentes, c'est tout à fait possible. Vous en voyez ici qui sont évidemment éloquents sur ce tracé. Alors, à chaque fois que je parle de ce genre de couplage, je ne peux pas m'empêcher de parler de musique. Ce n'est pas parce que je suis musicien, loin de là, c'est parce que j'aime bien Rachmaninoff. Et c'est aussi parce que tout ce qu'on fait en ce moment en méthodologie, en analyse du signal, s'inspire beaucoup de ce que savent faire les musiciens. Ce qu'ils savent faire, les musiciens, c'est d'avoir des patrons, des associations de fréquences très spécifiques qui peuvent répéter d'une façon rythmique, évidemment, pourvu que ça ait du sens. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire dans l'analyse du signal en EEG, c'est de comprendre en fait cette association entre différentes fréquences, différentes notes de musique, comment ça se présente au cours du temps. Et vous voyez que, et ça encore une fois, je ne ferai pas un cours là-dessus parce que ça m'emmènerait sur des domaines que probablement vous apprécieriez moyennement, mais ces analyses qu'on appelle temps-fréquence, mais si vous rencontrez ça un jour, ne partez pas en courant, essayez de garder un peu d'attention sur ce que les gens font dans ces analyses temps et fréquence simultanément. Je vous ai parlé d'analyse spectrale il y a quelques semaines. Bien, c'est la question est de savoir si on peut faire de l'analyse spectrale. Je l'ai un petit peu évoqué d'ailleurs avec les multitapers. Est-ce qu'on peut faire de l'analyse spectrale instantanée? Est-ce que je peux savoir à chaque instant quelles sont les fréquences présentes? Mathématiquement, c'est difficile de se faire du sens là-dessus parce que une fréquence, forcément, c'est une période de temps, donc l'instantané est difficile à, disons, à conjuguer avec quelque chose qui a une certaine durée. Mais toujours est-il que les musiciens, eux, savent le faire. Après tout, cette partition de musique que vous voyez ici, c'est de l'encodage, de la complexité, la complexité qu'on voit dans le signal EEG qui est juste au-dessus. Et cet encodage nous dit exactement qu'il y a des notes, des fréquences qui sont simultanées, que cet agencement fait du sens. C'est exactement ce qu'on fait en analyse du signal en ce moment pour comprendre comment les ondes lentes peuvent s'associer à des fuseaux et comment les fuseaux peuvent s'associer aussi à des ripples et que cette association est plus forte d'une façon cognitive, d'un point de vue cognitif, que ces ondes qui pourraient arriver exactement comme cette note de musique, un petit peu n'importe où. Donc, voilà un exemple que vous avez ici. Maintenant, je reviens bien sûr au signal. Je vais quitter un tout petit peu Rachmaninoff, même si en fait l'idée est pas mal là. Donc, vous avez le signal en haut qui est aussi un signal EEG, toujours FZ d'ailleurs. Vous avez une détection avec le détecteur qu'on appelle Carrier 016 4 Hz, parce que finalement, c'est le détecteur qu'on utilise historiquement. Et en bas, vous avez un signal qui est le signal filtré. En fait, c'est le signal qui va être utilisé dans cette détection des fuseaux. On a la méthode de Walker. Karine nous a parlé de la détection des fuseaux. On utilise un détecteur bien spécifique qui nous permet de détecter les fuseaux en même temps que les ondes lentes, sur les ondes lentes. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais
C'est un détecteur qui a ses qualités, mais il a aussi probablement aussi ses défauts. Et toujours est-il que le signal que vous avez en bas ici, c'est le signal filtré dans la bande sigma, donc entre à peu près 10 et 16 Hz. C'est le signal bleu que vous voyez osciller de façon très rapide. Et vous avez un autre signal qui est encore plus important, qui est le signal de l'enveloppe, que vous voyez des fois en noir, et des fois en orange, qui devient noir, orange. Ça devient noir quand cette enveloppe, on peut calculer sans trop de difficulté, dépasse un certain seuil. Et si ça dépasse ce seuil qui est en pointillé ici, et que la durée enfermée par le signal noir est suffisamment longue, mais pas trop longue, entre 300 et 1 seconde, eh bien, on va dire effectivement qu'on a détecté un fuseau. C'est le critère de détection du fuseau qu'on a utilisé ici. Maintenant, vous avez donc deux signaux. Le signal qui est en haut, avec les oscillations lentes qui sont en rouge, qui ont été marquées en rouge, et vous avez le signal qui est juste en dessous, qui est le signal filtré dans la bande sigma, dont on a extrait l'enveloppe que vous voyez en noir et en orange. Et avec ces deux signaux, on va extraire deux informations qui vont nous être utiles. On va définir, et bien sûr, tout à l'heure, je me suis efforcé de vous parler de cette horloge avec cette rotation anti-horaire que je peux associer à n'importe quelle onde lente. C'est une phase. Donc la phase qui est en rouge ici, le phi delta, delta bien sûr, parce que je suis en train de travailler dans la bande delta, de t, c'est exactement cette phase qui part de minuit et qui tourne en fonction de l'onde lente, évidemment, pour aller rejoindre la fin de l'onde lente. Donc voilà la phase. Et encore une fois, cette phase, elle décrit le décours temporel de l'onde lente. Simultanément, je peux aller chercher, pourvu que le fuseau soit simultané à l'onde lente, je peux aller chercher l'amplitude, qui est le signal en noir, du fuseau détecté. Donc l'amplitude A sigma de t, c'est ce signal que vous voyez ici qui est en noir. Et ce signal, c'est caractéristique de certaine façon, l'amplitude du fuseau. À l'intérieur de cette amplitude qui est en noir ici, vous avez les oscillations sigma qui manifestent bien sûr la présence du fuseau, mais cette amplitude, c'est l'enveloppe. Et avec ces deux signaux, phi delta de t et a sigma de t, qui appartiennent chacun à deux types d'oscillations bien particulières du signal EEG, la phase de l'onde lente, l'amplitude du fuseau, eh bien, on va construire une autre quantité qui va caractériser le couplage. C'est là où ça devient un tout petit peu technique. Vous pensiez que vous n'alliez pas avoir d'équation, eh bien elles arrivent finalement à 11h45. Vous voyez que je ne pouvais pas m'en empêcher. Donc si vous êtes sur une dérivation EEG, quelle que soit cette dérivation, vous avez votre signal S de t, le signal que je vous ai bien sûr montré tout à l'heure, FZ par exemple. On a filtré dans deux bandes spectrales, le delta pour avoir l'onde lente et le sigma pour avoir le fuseau. Alors, bien sûr, les basses fréquences d'un côté et les hautes fréquences de l'autre. Basse fréquence de delta, haute fréquence de sigma. Vous avez donc deux signaux. Le signal relativement à l'onde lente, S delta, et le signal relativement au fuseau, S sigma. Donc avec un seul signal sur une dérivation, je peux effectivement construire deux signaux, un signal propre à l'onde lente et un signal propre au fuseau. Bien sûr, ce qui va m'intéresser, c'est lorsqu'il y a une concordance entre l'onde lente et le fuseau. Je vous ai dit tout à l'heure que je pouvais sortir la phase de l'onde lente, le phi delta, et je peux sortir aussi l'amplitude du sigma, c'est le A sigma qui est ici. Et ce qu'on construit, et ce sera la seule incursion mathématique dans ma présentation, je suis vraiment limité à une seule équation, c'est de construire un nouveau signal qui rend compte de la présence simultanée de l'amplitude du fuseau et de la phase de l'onde lente. Rappelez-vous que cette phase de l'onde lente, elle est cruciale. C'est elle qui vous donne le décours de l'onde lente, comment elle se manifeste au cours du temps. Donc le z de t ici, c'est une quantité mathématique. L'exponentielle i phi de t, pensez que c'est un cosinus tout bête. Autrement dit, ce signal z de t, c'est un signal qui a l'amplitude du fuseau, mais qui a la phase de l'onde lente. Ça n'a rien à voir avec le signal propre à l'EEG, c'est un signal complètement construit d'un point de vue mathématique, mais qui rend compte de ce couplage, effectivement, simultané de la puissance du fuseau sur la phase de l'onde. Et c'est ça qu'on quantifie ici. Donc, une autre façon de voir ce Z de t qu'on construit d'une façon complètement mathématique, c'est un point qui va tourner
ça c'est la phase, avec la phase de longue lente. Mais l'amplitude de ce point qui tourne, pensez toujours à votre horloge si vous voulez, l'amplitude de cette rotation dépend de l'intensité du fuseau. Donc si vous faites la somme de ce point qui tourne et qui fait une phase complète avec l'amplitude du fuseau, si vous faites la somme avec le temps qui roule, eh bien ça va vous donner une quantité, et cette quantité, si la résultante au cours du temps de l'onde lente, si cette résultante que vous avez ici, qui s'appelle m, on a normalisé avec 1 sur n, grand N, c'est simplement le nombre d'échantillons temporels, tout simplement pour avoir un nombre qui fait du sens, eh bien ce m ici, qui va être entre 0 et 1, pardon, plus il est proche de 1, et plus vous aurez eu pendant la rotation avec la phase de l'onde lente, plus vous aurez eu une phase pour laquelle l'amplitude du fuseau était grande. Si au contraire, pensez-y, le fuseau se répartit d'une façon homogène sur la phase de l'onde lente, cette somme ici va être proche de 0. On a ici une caractéristique de ce couplage de l'amplitude du fuseau, la force du fuseau, sur une phase particulière de l'onde lente. Alors ce calcul peut se faire sur chacune des ondes lentes, ce qu'on appelle ici les trials, mais en fait c'est simplement des ondes lentes. Vous allez avoir une statistique de couplage, ce qu'on appelle le modulation index, pour parler en latin, et c'est simplement de prendre le logarithme de cette quantité ici. Et ensuite, on peut faire des tests non paramétriques pour savoir si ce nom, cette quantité qui aura été calculée sur l'ensemble de toutes les ondes lentes dont vous disposez, si ce nombre est significativement différent de 0. Et c'est ça qui quantifie, ce n'est pas la seule, mais c'est une des quantifications du couplage du fuseau sur l'onde lente. Ce qui est important de retenir ici, c'est que, et c'est pratiquement vrai pour n'importe quelle métrique de couplage, on essaye toujours de regarder comment l'amplitude de l'événement rapide, ici le fuseau, s'exprime sur la phase de l'événement le plus lent, qui est bien sûr ici l'onde lente. Laissez-moi vous présenter pour terminer quelques résultats. Donc simplement ici le travail de Muelroth qui était en 2019. Tout à l'heure, Nadia vous a parlé effectivement de toutes les vertus qu'on prête à ces grapho-éléments qui sont mesurables, observables sur le G2Scalp. Et en particulier, effectivement, de voir comment ce couplage est associé à la consolidation de la mémoire chez les jeunes et les personnes âgées. Alors remarquez bien ici, et c'est ça que j'ai entouré, et je vous demande absolument pas de lire l'abstract de cet article, mais de voir quand même quels sont les événements auxquels ils se sont intéressés. Les ondes lentes ici, c'est entre 0,5 et 1 Hz. Donc ils s'intéressent en fait à la partie la plus lente de notre inventaire d'ondes lentes. Ça, c'est intéressant. Vous voyez que les ondes lentes rapides, les fast switchers ici, sont passés sous le radar d'une certaine façon. Quoique, ici, c'est la fréquence, je vous rappelle que c'est la fréquence habituelle de l'onde lente. Donc, ce n'est pas exactement la fréquence de transition dont on parle ici, mais c'est certainement les événements les plus lents de notre inventaire. Puis finalement, ce qu'il démontre, c'est que chez les personnes âgées, effectivement, en vieillissant, vous avez un couplage assez fin, assez précis des fuseaux. Ici, les fuseaux sont entre 12,5 et 16 Hz, avec le pic de dépolarisation de l'onde lente. Alors que chez les jeunes, et je l'ai illustré tout à l'heure, le couplage existe, mais est un peu plus diffus. Alors, comment ça se manifeste? Et c'est le seul graphe que j'ai envie de vous montrer. Il y a beaucoup de choses dans ce papier. Ce que vous voyez ici, chaque colonne ici, c'est les jeunes à gauche et les personnes âgées à droite. Ce que vous voyez avec le trait plein supérieur, c'est le profil de l'onde lente avec son maximum d'hyperpolarisation sur la ligne pointillée verticale. Donc c'est là où vous avez le silence neural. Bien sûr, ils ont respecté les conventions que l'amplitude était plus faible chez les personnes âgées, plus forte chez les jeunes. C'est ce qu'on voit ici, c'est illustré. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la probabilité d'avoir non pas le démarrage d'un fuseau, mais le maximum de puissance du fuseau. Donc pour eux, le biomarqueur du fuseau ici, c'est l'amplitude maximum, là où il y a le plus d'amplitude. Et c'est ça que vous voyez, les gratte-ciel ici que vous voyez, c'est ce pourcentage, cette probabilité d'avoir un fuseau qui émerge avec une grande amplitude. Ils ont, et ça a été un tout petit peu évoqué lorsqu'on a parlé des fuseaux, les fuseaux rapides et les fuseaux lents. Les fuseaux rapides, personnellement, je n'y crois pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez effectivement toujours mesurer la fréquence d'un fuseau et vous dire, les rapides, c'est ceux qui sont au-delà de 13 Hz, et les lents, c'est ceux qui sont en deçà de 13 Hz. Pourquoi pas? Il n'y a pas vraiment une règle écrite là-dessus, mais il y a un consensus sur cette nomenclature.
Et ce que vous voyez, c'est que les fuseaux rapides, et en particulier ce que vous voyez ici, les fuseaux, la partie rapide est précoce par rapport à la composante lente. Et c'est vrai autant pour les fuseaux qui naissent avant l'onde lente et qui se manifestent dans la phase ici pré-onde lente, mais c'est vrai aussi chez les personnes âgées. La seule chose qu'on pourrait retenir, ou qu'on peut retenir ici, c'est que vous avez ici vraiment une distribution très piquée sur le démarrage du fuseau, et ensuite ça va s'étaler sur la phase de dépolarisation de l'onde lente chez les personnes âgées, alors que chez les jeunes, vous avez une distribution légèrement plus étalée pour le démarrage, pour le fuseau qui émerge dans la phase ascendante de l'onde lente, et pour finalement arriver dans les fuseaux lents, disons la composante lente que vous avez ici dans la phase descendante de la phase positive de l'onde lente. La raison pour laquelle je vous montre une flèche d'association comme ça, c'est que, je ferai une parenthèse là-dessus, on pense que en fait, un fuseau va naître avec une composante rapide et va mourir de certaine façon avec une composante lente. Et quelque part, sans même qu'il l'ait évoqué ici, je pense que c'est ce qu'on voit. Autre travail important, encore une fois, il n'est pas question de passer à travers ces papiers qui sont importants, je pense, dans votre lecture, si vous voulez continuer sur ce domaine, c'est avec l'âge, toujours. Slow Wave Spindle synchronie, la synchronisation entre les ondes lentes et les fuseaux. Vous voyez qu'il parle aussi de l'atrophie corticale, enfin une atrophie, et le fait de consolider la mémoire. C'est le papier de Randolph Elfrich dans le groupe de Walker. Simplement pour illustrer ce que je vous ai dit, ici vous avez chez les personnes âgées et chez les jeunes comment le fuseau se manifeste sur l'onde lente, sur la phase ascendante positive de l'onde lente. Donc en rouge, vous voyez ici les adultes, on voit que c'est légèrement plus tardif que chez les jeunes. On peut le retrouver ici sur les histogrammes d'amplitude des fuseaux avec la phase ici chez les personnes âgées, même travail ici chez les jeunes. Puis finalement, dans le plan temps-fréquence, ce que vous avez ici, c'est le profil d'une onde lente. Et ce que vous voyez, et là c'est encore plus éloquent, ça reproduit exactement ce que Meulenroth nous montrait dans le papier précédent, la composante rapide du fuseau qui se manifeste juste après le démarrage de la remontée, de cette transition vers la dépolarisation, et finalement la composante plus lente ici du fuseau qui se manifeste autour du maximum de dépolarisation. 11h55, c'est rare que je termine pile à l'heure, c'est incroyable même. En conclusion, la détection des ondes lentes sur les instruments EEG permet de faire cet inventaire de l'un des, à mon avis, des plus importants. Il y a bien sûr les fuseaux, mais un des plus importants biomarqueurs du sommeil lent profond. Alors, Nadia a déjà fait l'inventaire aussi des propriétés de ces ondes lentes. Ici, c'est une liste probablement incomplète, mais qui montre la richesse du domaine. Vous avez l'homéostasie synaptique, ça c'est les travaux de Tononi, 2014. La maintenance cellulaire dont a parlé tout à l'heure Nadia, Biazowski et compagnie en 2013. La plasticité cérébrale dynamique, immédiate, rapide, travaux de 2007. La plasticité à long terme, l'encodage, travaux de Chauvette à Laval en 2012. La consolidation des apprentissages, travail de Perrache, Adrien Perrache qui est maintenant à McGill, entre parenthèses, en 2009. Et puis, mécanisme d'encodage de l'information, travaux de Marshall en 2006, avec les couplages avec les fuseaux. Et finalement, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut localiser, c'est dommage que Roger soit plus là, parce qu'effectivement, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a sous le capot, comme on dit, donc savoir quels sont les générateurs des ondes lentes, est-ce qu'on est capable de localiser l'activité cérébrale qui se manifeste sur le scalp à travers ces ondes lentes. Alors, je vais simplement arrêter de partager cet écran, je vais vous montrer autre chose. Terminer cette heure ici. Alors, attendez, j'essaie toujours, bien sûr, de partager quelque chose. Ça, c'est un travail qui a été fait il y a quelques années déjà, mais après tout, on va se faire plaisir. C'est de localiser effectivement l'activité cérébrale associée aux ondes lentes et de regarder finalement le décours temporel de ce qui se passe. Alors, entre parenthèses, c'est quelque chose qu'on a fait en MEG. Autrement dit,
on a localisé sur le scalp des ondes lentes avec de l'EEG qui étaient enregistrées en même temps que des enregistrements en MEG. MEG, c'est la magnétoencéphalographie. La raison pour laquelle c'est plus facile de localiser, entre guillemets, de localiser, c'est plus facile parce que c'est un étudiant qui l'a fait, bien sûr, c'est plus facile de localiser en MEG, c'est parce que vous avez accès à 270 et quelques capteurs en MEG, donc vous avez énormément d'informations pour pouvoir localiser l'activité cérébrale. Vous avez aussi un modèle plus fiable que le G en termes de la conduction électrique ou magnétique, le transfert magnétique sur les capteurs. Donc tout ça explique pourquoi c'était plus facile à l'époque de le faire en MEG. Aujourd'hui, on pourrait certainement localiser avec de l'EEG haute densité. Ça, c'est simplement un petit message en passant pour faire un peu la promotion de l'EEG haute densité. Et ce qui est intéressant ici, c'est vous remarquerez bien sûr que c'est de l'activité orbitofrontale qui se manifeste. Vous remarquerez aussi qu'à un moment, il y a de l'activité temporale, qui est reliée probablement aussi à de l'activité qu'on peut associer à de la mémoire, à la consolidation de la mémoire. Donc, évidemment, on peut apprendre beaucoup de choses. Ce qu'on pourra apprendre à partir de ces localisations, ce n'est pas tant de vous faire un film avec lequel on n'aura certainement pas de chance d'avoir un Oscar, mais vous remarquerez que si on va au niveau des sources, comme vous l'avez ici, et j'en profite d'ailleurs pour souligner le travail qui a été fait à l'époque, ça c'est le travail de Jean-Simon Boucher, mais vous aviez, on a dans l'audience aussi Karine qui a participé elle aussi à ce genre de localisation de sources. Et c'est évident qu'aujourd'hui, si on fait cette localisation de sources, ce n'est pas seulement pour montrer la dynamique telle que vous la voyez ici, mais c'est aussi pour regarder les réseaux de connectivité au niveau cortical qui s'associent à cette dynamique des ondes lentes. C'est là où on en est. Je parlerai dans quelques semaines, même la semaine prochaine d'ailleurs, la connectivité, les mesures de connectivité qu'on peut faire en EEG de sommeil. Mais toujours est-il que c'est là où on en est pour l'instant pour localiser l'activité dynamique et plus tard l'activité dynamique des réseaux de connectivité associés à ce que vous voyez ici. J'avais fait le pari que je terminerai à midi et il est midi. Midi pile, en phase. Merci beaucoup, Jean-Marc. C'est une présentation que je suis certaine que plusieurs vont réécouter sur YouTube parce que c'est super intéressant, super innovant aussi comme travaux. Tu as présenté des trucs qui ne sont pas encore publiés, mais ça va certainement moduler ce qu'on va faire dans le futur au CEAM puis ailleurs. Donc, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires, vous pouvez soit simplement lever la main ou prendre la parole ou l'écrire dans le chat. Je suis certaine que Jean-Marc va pouvoir reprendre quelques minutes pour y répondre s'il n'y a pas d'autres réunions qui commencent à midi pile. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là, mais on reste en ligne quelques minutes s'il y a des questions. Sinon, la semaine prochaine, comme Jean-Marc l'a dit, c'est un cours sur la connectivité. Donc, on aura 2 cours sur la connectivité pour les 2 prochains mardis.